Dans la journée, le soleil tape fort à Madagascar. Pour éviter ces morsures, la vie commence très tôt à Marentretch. Dès 6 h du matin, il n'y a déjà plus aucune place de libre dans le taxi-brousse de Stéphane. Mélina. Désolé, Mélina. Toutes les semaines, il fait le trajet jusqu'à Tamatave, la deuxième ville du pays. Sur cette route chaotique, les suspensions sont mises à rude épreuve. Chaque kilo compte. Stéphane prend un supplément pour les bagages trop lourds. Tout est bon, allez en voiture. S'entasser à l'arrière du pick-up relève du casse-tête chinois. Il reste combien de places? Bon, on va s'arranger. Tout le monde va réussir à monter si on s'organise. De toute façon, il y en a qui descendent à la prochaine ville. Vous allez vous serrer un peu? Dans mon carte grise, c'est 15 personnes. Et on a plus que ça. Peut-être 19 ou 20 comme ça. J'en ai besoin. Comme ça, il y a un petit peu de patinage, tout ça là. On tire. On prend une corde et on tire. Les clients, ils tirent. Ah oui. Ouais. Et de bras, il va en avoir besoin. Seuls des 4x4 peuvent emprunter la Nationale 5, l'une des plus difficiles de Madagascar. Les 20 passagers ne sont pas au bout de leur peine. Dès la sortie du village, la route annonce la couleur. Ça fait un petit peu de secousse, hein? Là, ni de truc. Ah oui. Ça, c'est le mode 4x4. J'aime bien. J'aime bien voir mon 4x4 il patine. C'est comme que j'aime ma femme, que j'aime mon métier. Grâce à pour. Mince, j'ai glissé. Vous avez senti? Je vais accélérer, vous allez la sentir la route. Ça secoue à l'arrière. Pour avoir droit au confort de cette banquette hors d'âge, ces passagers ont payé un supplément. Ils sont un peu moins secoués, mais c'est la même punition qu'à l'arrière. Tous sont malades. J'ai mal au cœur. J'ai mal au ventre. Faut que j'aille aux toilettes. Une heure de secousse plus tard, la route fait ses premières victimes. Je supporte pas. Il a envie de vomir. Je supporte pas le voyage. Là. Je vais descendre. « 250 km de piste les attendent. Située dans l'océan Indien, l'île de Madagascar est presque aussi grande que la France. Mais son réseau routier date de la colonisation française. À certains endroits, cela fait presque 60 ans que les routes ne sont plus entretenues comme la Nationale 5, qui relie Tamatave à Marentretch. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. La voiture va danser. Mais où est ce câble? Oh, ça danse comme ça, le pont. J'en ai marre de cette route. On n'arrivera jamais, j'en peux plus. La nationale, ou plutôt la piste, est bordée de paysages à couper le souffle. Mais ces images de cartes postales sont menacées. La forêt est pillée de ses arbres précieux, et plus particulièrement le bois de rose. On sait que c'est illégal, que c'est du vol. Mais il faut bien gagner sa vie. 9 jours de voyage sont nécessaires pour apporter un seul de ces troncs. Certains pèsent dans les 500 kilos.
Le tronc arrive à très grande vitesse. S'il nous tombe dessus, c'est la mort assurée. C'est gagné! On est toujours en vie! Après la montagne, ils doivent affronter les rapides. La puissance du courant a tué plus d'un transporteur de bois. À l'autre bout du pays, une autre richesse attire les plus misérables, le saphir. On n'a pas de lit, on n'a qu'une seule marmite. Et on ne gagne pas un sou. Des milliers d'hommes creusent la terre avec le même rêve. Ramène un saphir, qu'on soit milliardaire. La promesse d'une vie meilleure se trouve peut-être sous leurs pieds, à 30 mètres sous terre. On risque notre vie tous les jours pour des pierres. Beaucoup d'entre eux ne verront jamais la couleur d'un saphir. Attention, ça s'écroule. Tu vas nous tuer. Perdu au milieu de l'une des dernières forêts primaires de Madagascar, le petit village de Tenra. Le premier commerce se trouve à une journée de pirogue. Mais pour ses habitants, ce n'est pas très grave. Ici, les gens vivent en autarcie, d'agriculture, de pêche et de chasse. L'argent sert seulement à acheter des outils, des vêtements ou des cartouches. Le problème est surtout d'en gagner sans prendre de risques. Ça va être une grande aventure. Ce sera très difficile, il faut bien se préparer. C'est épuisant. On doit traverser la rivière, escalader des rochers et marcher en forêt. N'oubliez pas la nourriture. Sans elle, on ne pourra pas survivre dans la forêt. Préparez bien vos bagages, les gars. Robert, 39 ans, est l'un des rares hommes du village à avoir déjà eu un travail. Il était garde forestier. Il protégeait la forêt des pilleurs de bois précieux. Mais il y a 4 ans, il a été licencié. Alors le garde s'est reconverti en contrebandier de bois de rose, un arbre rare, très apprécié des Chinois. Quand on a entendu dire que le bois de rose se vendait bien, à un bon prix, on s'est mis à en couper pour pouvoir gagner notre vie. « 9 jours de marche les attendent. 9 jours pendant lesquels ils vont devoir jouer à cache-cache avec les gendarmes. Cet arbre est tellement exploité qu'il n'en reste presque plus sur l'île. Depuis 3 ans, il est interdit d'en couper. Allez, on met le turbo, les gars. Tout mon corps travaille, les bras comme les jambes. Ça demande beaucoup d'énergie. Allez, poussez plus fort, poussez! Le trafic de bois de rose n'a pas attiré dans la région que des contrebandiers. Des voyous sillonnent maintenant la forêt. Cette route est dangereuse. Il y a des attaques de voyageurs. Il peut s'y passer n'importe quoi, mais c'est le seul passage. Les autorités locales n'ont jamais voulu construire une route pour les voitures. Elles voulaient empêcher le trafic du bois de rose de se développer. Faites attention. Avec 50 kilos sur les épaules, pieds nus, c'est une petite falaise qu'ils doivent maintenant escalader. Après 2 jours de marche harassante, le groupe
croisent d'autres trafiquants. Robert est inquiet. Il a peur qu'ils aient coupé les derniers arbres du coin. Tu penses que nous allons encore trouver du bois de rose? J'en suis sûr. Pour en trouver, il ne faut pas s'enfoncer trop loin dans la forêt? Non, non. Bon, on va chercher. Bonne route et bon vent. C'est à nous de nous mettre au boulot. On sait tous que c'est illégal, que c'est du vol, mais il faut bien que l'on gagne notre vie. Et ici, tout coûte cher. Envoyer les enfants à l'école, les nourrir, payer des médicaments. Demain, ils espèrent tous tomber sur un immense arbre de bois de rose. Dans cette partie de l'île, les plages sont paradisiaques, mais vierges de touristes. Les tours opérateurs ne prennent pas le risque d'amener leurs clients sur cette route, trop fatigante, voire dangereuse. Comme ce pont rafistolé, mais jamais réparé. Ça, on ne peut pas passer, hein. Parce que ça, c'est déjà cassé. Le banc de roulement, c'est plus bon. Donc, on va prendre la déviation, là. J'ai déjà tombé et j'ai monté. Ouais. Et tout de suite, il a coulé. Le derrière de mon 4x4, c'était dans l'eau. Ouais. Et le capot, c'était en haut. Tu vois ça? Ça, c'est pourri. Stéphane ne préfère pas tenter le diable. Il contourne le pont en passant par la rivière. Pour éviter l'enlisement, tous les passagers descendent. On descend des clients parce que c'est pas assuré. J'en peux plus de ce voyage, je suis crevée. Selon les autorités, la route n'est pas entretenue afin de ralentir le trafic de bois précieux. Si la route était plate, les contrebandiers passeraient avec de gros camions. Un moyen de lutte efficace mais qui ralentit toute l'économie de la région. Chaque pont est une épreuve. Le pont à l'est, c'est pas rassuré. Ils ont déjà réparé, mais ils n'ont pas fait la bonne réparation. Ouais. Et quand tu montes en haut, ça danse comme ça, le pont. C'est dangereux, tu prends un peu de risque là avec. Des véhicules prennent le risque de passer sous le regard moqueur de Stéphane. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser. La voiture va danser. Stéphane préfère prendre le bac, c'est moins dangereux, selon lui. Moi, je ne monte pas sur ce pont. Lors d'un précédent passage, une planche du pont a cédé sous l'une de ses roues. Le choc a fait tomber un passager qui s'est grièvement blessé. Depuis, il préfère traverser sur ce bac de fortune. Mais à la moindre faute de conduite, le système ne pardonne pas. Oh, vous avez envie que je tombe à l'eau ou quoi? Stéphane n'a pas mis assez de puissance pour monter sur le radeau. Punaise! Tous les bagages à l'arrière vont être trempés. Faut que tu recules! Mais je suis déjà trop avancé. Eh merde! C'est cuit, on va vraiment être en retard. Le moteur est noyé. Le voyage semble compromis. Stéphane ne sait pas comment il va sortir sa voiture de là.
Au cœur de la forêt, après 6 jours de recherche, Robert et ses hommes ont trouvé leur trésor. S'ils réussissent à ramener cet arbre de bois de rose, ils sont tranquilles financièrement pour 4 ou 6 mois. Un tronc peut rapporter jusqu'à 4 000 €. On va le faire tomber dans quelle direction? Par là? Il y a beaucoup d'arbres ici. Ça va être compliqué. Mais on va faire comme ça. Ces arbres ont une croissance très lente. Ils mettent au moins 100 ans à se développer. En observant bien cet arbre, je peux dire qu'il a entre 50 et 60 ans. Au cœur de l'arbre, on tombe sur la partie rose. Si on arrive vite sur le rose, ça veut dire que l'arbre est bon. Attention, il ne va pas tarder à tomber. Encore quelques coups de hache. 1 heure pour abattre ce géant qui vaut de l'or. Mais celui-ci va leur jouer un mauvais tour. Bon, on a un petit souci. Il n'est pas tombé. Il est coincé dans les branches des autres arbres. Il faut trouver un moyen de le dégager. Pour le faire tomber, ils n'ont qu'une seule solution. Couper les arbres sur lesquels ils reposent. Chaque année à Madagascar, pour 100 000 arbres de bois précieux abattus, ce sont plus de 500 000 autres qui sont sacrifiés. Nous, on veut juste cet arbre de bois de rose. Mais pour cela, on doit en abattre une dizaine, voire une vingtaine en plus. Tous ceux qui le coincent. La tâche est titanesque. Robert décide de changer de tactique. On va couper le tronc à cette hauteur, comme ça l'autre partie va tomber toute seule. La taille est haute. Les coups de hache sont moins puissants. L'argent que ce tronc représente a maintenant un goût de sueur. Allez, on se relaie. Il faut s'entraider. Ça va prendre pas mal de temps. Pendant des heures, les hommes se passent le manche. Ils pèsent de plus en plus lourd. La chaleur est étouffante. Sa hache bricolée n'a pas tenu le choc. La lame a glissé le long du manche et a tapé fort mes doigts. J'ai mal, mais ça va aller. Parfois, la lame sort du manche et tape la tête ou les jambes. Si on se blesse gravement, on n'a pas de médicaments ou de pansements. On se soigne avec la résine du bois de rose, que l'on passe sur la plaie, puis on la panse avec l'écorce. Merci au bois de rose. Après 4 heures de travail, la première partie du tronc cède. Mais la cime est restée prisonnière des autres arbres. Ils tentent de la tirer pour la faire tomber. « 6 heures d'effort plus tard, Robert décide d'abandonner. Sans l'autre partie du tronc, l'arbre n'est pas rentable. Allez, c'est fini, on remballe. Leur rêve d'argent reste à terre. Ils vont devoir repartir à la chasse au bois de rose, autant dire la quête du Graal, tellement l'arbre est devenu rare. Au kilomètre 110, le taxi-brousse de Stéphane s'est transformé en radeau de la Méduse. Il patauge dans l'eau depuis des heures. Il ne peut pas compter sur une dépanneuse. Il n'y en a pas dans la région. Et aucun 4x4 ne pointe à l'horizon. Les passagers s'impatientent. On va déjà remonter la voiture et pour la suite du voyage, on verra. Ils veulent repartir au plus vite, qu'à cela ne tienne. Stéphane a une solution. Faut tirer.
Allez, venez tous, on a besoin de bras. Allez, tirez, tirez. Sans dire un mot, sans s'énerver, comme une fatalité de la route ou d'un dieu, une vingtaine de bras tentent de remplacer la machine. L'effort est vain. Rempli d'eau, la voiture pèse des tonnes. On n'est jamais sûr de rien, tout dépend de la route. On n'a pas le choix. Il faut attendre et faire confiance au chauffeur. Après 2 heures d'effort, la chance se présente. Encore faut-il que le pont résiste au passage de ce 4x4. Le chauffeur, compréhensif, a laissé Stéphane à la manœuvre. Ça se présente comment? Je recule. Allez, poussez, poussez. Arrêtez-la, arrêtez-la. Dans ces coins reculés, les garagistes sont rares. Stéphane a appris la mécanique au fur et à mesure de ses pannes. Il faut sortir toute l'eau du moteur. Mais j'ai peur pour la boîte de vitesse. On va démonter ça et on va tout sécher. Au premier essai, c'est de l'eau qui sort du moteur. C'est bon, on va mettre le contact, Stéphane. Ça y est, c'est du gasoil qui sort. J'arrête? Ouais, c'est bon, c'est bon. Maintenant, Stéphane va emprunter le pont. Pour lui qui est très croyant, la main du divin ne peut pas frapper 2 fois. Tu n'as pas peur que le pont s'écroule? C'est ça, c'est les dieux qui décident. Mais s'il m'a fait tomber de là, il ne va pas me faire tomber sur le pont là. Hein? Ta voiture n'est pas trop lourde? Même si c'est lourd, mais je vais essayer doucement. Mais si tu tombes du pont, là, c'est pas pareil. Hein, ben, si je tombe du pont, tant pis, c'est le Dieu qui décide. Hein? Cette fois-ci, le ciel a fait preuve de clémence. De l'autre côté du pont, personne n'en veut à Stéphane. C'était son destin. La foi porte les malgaches et leur donne aussi le sourire. L'accident leur a fait perdre 5 heures. Maintenant, Stéphane espère que l'eau n'a pas trop endommagé le moteur, qu'il tiendra jusqu'au bout du voyage. Sinon, il va devoir rembourser tout le monde. Après 10 jours de recherche, Robert et ses hommes n'ont trouvé aucun arbre de bois de rose. Ou alors pas assez gros. À court de vivres, ils sont obligés de rentrer. Mais pas les mains vides. Il y a quelques mois, l'armée avait donné la chasse aux contrebandiers. La bande avait dû abandonner un tronc. Nous allons chercher un tronc de bois de rose que nous avons caché dans la forêt. Le bois est déjà prêt, nous les avons abattus il y a quelque temps. Ils comptaient en ramener plusieurs. Mais celui-ci
leur apportera de quoi tenir plusieurs mois. Nous sommes venus nombreux pour le sortir de là, parce qu'il est assez gros. Le tronc pèse près de 400 kilos. Le plus important quand on transporte du bois est de bien calculer la longueur de sa corde. Il faut faire attention, avec une corde trop courte, on est trop près du bois et en le déplaçant, on risque de se faire mal. Il faut 2 personnes de chaque côté, un au milieu et un autre derrière. Ajustez vos cordes, on doit être bien en parallèle, sinon le bois bouge dans tous les sens. Je n'ai pas envie que le tronc me fasse tomber. Moi, je le laisse filer. Ils vont le traîner sur 30 km jusqu'à la rivière. Un des risques de cette descente infernale, que la corde s'enroule autour de leurs jambes quand ils la lâchent. Attention, le tronc a failli m'écraser. Tu as lâché la corde trop tôt. Dans la descente, on peut recevoir le tronc en pleine figure. Et avec la vitesse, c'est la mort assurée. C'est arrivé à un copain. Il a été touché dans le dos et malheureusement il est mort. En cas de décès, on veille le mort au camp. Puis on plie le cadavre en 2 pour le faire rentrer dans un sac de riz et on le ramène au village. Les gars, n'allez pas trop vite. Il faut 2 personnes, une de chaque côté. Impossible de savoir combien d'hommes meurent chaque année en allant couper du bois précieux. Selon Robert, il y aurait 3 accidents mortels par an. Sur cette partie, nous devons porter le bois dans l'eau. C'est compliqué parce qu'à certains endroits, la rivière est profonde. Si le bois se coince dans les rochers, c'est épuisant de l'en sortir. Les gars doivent plonger pour le décoincer, c'est très difficile. Ah, je vous jure les gars, il faudrait connaître une formule magique pour porter ce tronc. Cette chute d'eau marque la fin de la montagne. Les hommes sont arrivés au tiers de leur parcours. C'est gagné, on est toujours en vie. Épuisés, ils vont passer la nuit ici, sans même pouvoir enfiler de vêtements secs. Tous endurent beaucoup de souffrances, pour la même raison. C'est très dur physiquement, mais quand je pense à l'argent, ça me motive. Les autres boulots dans la région ne payent pas autant. Malgré une nuit passée dans l'humidité, Robert et ses hommes n'ont rien perdu de leur vaillance. « 30 heures d'effort pour atteindre la rivière. Le transport n'est pas fini. Ils doivent maintenant affronter les rapides. Ces trafiquants de bois ne sont pas les seuls travailleurs de l'extrême. D'autres prennent encore plus de risques. L'île possède de nombreuses richesses, comme les épices, la vanille, le bois précieux.
Mais une nouvelle ressource fait rêver beaucoup de Malgaches. Ils l'ont découverte il y a seulement 10 ans. En l'exploitant, certains sont devenus extrêmement riches. D'autres n'ont trouvé que misère et mort. Tout est une question de chance pour découvrir un saphir. Les mines se trouvent dans le sud de l'île, à Ilakak. Une région désertique, traversée par une rivière devenue boueuse, souillée par les mineurs. En la traversant, notre chauffeur s'est fait surprendre par un trou. Il faut qu'on sorte de là parce que si jamais il continue à pleuvoir, c'est sûr que la voiture va être engloutie sous l'eau. Sans visibilité, impossible de savoir où attacher le câble. Allez, vas-y, tire! Nsoa, la ville minière, a vu le jour en quelques mois. Attirée par le mythe de l'argent facile, plus de 10 000 personnes s'y entassent dans la plus grande misère. La plupart des pierres trouvées se vendent seulement quelques euros, mais un gros saphir, très pur, peut rapporter plus de 5 000 euros, soit 40 fois le salaire de base sur l'île. L'argent ne reste jamais très longtemps dans la poche des mineurs. Bako et Massi sont frères. Il y a 3 ans, ils étaient encore paysans. Ils ont quitté leur vie de misère avec l'espoir de gagner assez d'argent pour acheter ensemble une grande maison. Mais pour l'instant, leur seule fortune se résume à cette cabane. Les deux familles se partagent 5 mètres carrés. Ils y vivent à 7, avec femmes et enfants. On a mis ce rideau, comme ça chaque famille a son intimité. On n'a pas de lit, on n'a qu'une seule marmite, un seul bol, une seule soupière, une seule cuvette. Et ça, c'est le seul drap que nous avons pour tout le monde. On n'a pas un sou. Son salaire ne suffit pas. Parfois, il n'est même pas payé. Mais on ne partira pas tant que Dieu ne nous aura pas donné un gros saphir. Les deux frères travaillent pour un homme qui possède sa propre mine. Il les paye moins de 2 euros par jour. S'ils trouvent une pierre, ils reçoivent un pourcentage sur la vente. On commence à travailler dès 7 h du matin. On fait une pause vers 14 h. Mais chaque jour, on doit sortir au moins 25 sacs de sable. Parfois, on creuse jusqu'à minuit. Et quand on rentre à la maison, on s'écroule, épuisé. Les Malgaches racontent que l'enfer se trouve au plus profond des entrailles de la terre. Pour ces hommes, il se situe à moins 30 mètres. Les deux frères et 2 autres ouvriers évoluent dans des galeries d'à peine 60 cm de haut. Allez, vas-y, creuse, creuse encore. La pierre est vraiment dure ici. Là, c'est bien. Je sens que je vais la casser, cette pierre. Ma baramine n'est plus assez pointue, mais je continue quand même. Il faut que je remplisse ces sacs de gravier.
Le filon est bon. Si on ne trouve rien, c'est parce que Dieu ne veut pas. Il ne nous reste plus qu'à l'implorer. Ce trou à rats est un four pour les hommes. Il fait 40 degrés en permanence. La chaleur pompe rapidement la force des esclaves du saphir. Mais qu'est-ce que c'est lourd! Pour avancer, on est obligé de baisser la tête. Être mineur, c'est aussi être un peu contorsionniste. Il y a beaucoup de morts dans les mines. Ce travail est épuisant, très dangereux. Un grand nombre d'entre nous meurent dans l'effondrement de leur galerie, mais aussi par manque d'air. Ça commence à devenir pénible ici. À 30 mètres sous terre, l'oxygène se fait rare. Aucun patron de mine n'a les moyens de se payer une machine à ventiler. Pour avoir de l'air frais, les mineurs ont dû jouer d'ingéniosité. Le système est archaïque, mais il fonctionne. Et surtout, il ne coûte presque rien. Dans la mine de Bako et Massi, le tuyau ne mesure que 25 mètres. Il n'arrive pas jusqu'à la galerie où il travaille. Qu'est-ce qui se passe avec le tuyau d'air? Il fait chaud ici. Beaucoup trop chaud. C'est dur de travailler comme ça. J'ai soif. Hé là-haut! Envoyez-nous de l'eau! C'est le dernier sac? Oui, vas-y, tire. Ce dernier chargement a bien failli leur coûter la vie. Attention, ça s'écroule. Tu vas nous tuer. Il faut vite consolider avec ces morceaux de bois. Une vie de danger pour moins de 2 € par jour. Stéphane, le taxi-brousse, est à mi-parcours. Son 4x4 semble tenir le coup, même après avoir passé près de 3 heures dans l'eau au dernier passage de rivière. Le moteur ne montre aucun signe de faiblesse. Il faut dire qu'il ménage son vieux diesel. On descend tout le monde. À la moindre complication, il s'allège pour éviter de tirer sur la mécanique. J'en ai marre de cette route. On n'arrivera jamais, j'en peux plus. Cette fois, le bateau est moderne. L'État n'entretient pas les routes, mais la traversée en bac est gratuite, ou presque. Pour se faire un peu d'argent, le batelier revend tous les mois le gasoil réservé à son bateau. Quand il n'en a plus, il se sert directement dans le réservoir des automobilistes.
Attends, toi là-bas, j'arrive pour te taxer. On devait me donner de gasoil pour le bac. Toutes les 4x4, on prend 1 litre, 1 litre, 1 litre. Si tu ne donnes pas, ben, tu ne peux pas partir. Avant d'arriver à Tamatave, Stéphane doit encore emprunter 7 bacs comme celui-ci. Et la plupart pratiquent ce racket. Le voyage est épuisant, interminable. On a un souci, mes amis. Une demi-douzaine de voitures sont arrêtées. Un arbre est tombé au milieu de la route. Du moins, on l'y a un peu aidé. Il y a quelqu'un qui l'a coupé. C'est pas tombé comme ça même. C'est-à-dire? Ils ont coupé l'arbre là. Peut-être ils vont faire un petit pirogue là. On s'en fout s'ils coupent les arbres comme ça, mais ça bloque la route là. Des hommes ont voulu voler cet arbre pour en faire une pirogue. Ils ont dû être surpris et l'ont abandonné. Stéphane est préoccupé. S'il reste bloqué ici cette nuit, il devra payer l'hébergement à ses passagers. Il prend la direction des opérations. Oh là là, on n'a même pas une hache pour couper cet arbre. Il faut creuser, on va passer sous l'arbre. Vu la hauteur de certains véhicules, il va falloir creuser profond. Allez les gars, on se relaie. Je commence à fatiguer. Envoyez l'alcool. On n'en a pas. Il y a beaucoup de boulot, tu sais. Cela fait 2 heures qu'il creuse. La mission semble impossible. La Providence va venir de ces nouveaux arrivants. Maintenant, ça va aller vite. Le bois de pirogue est tendre. J'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Allez, bon voyage, j'espère que tu vas arriver demain. Stéphane arrivera à Tamatave avec 1 jour et demi de retard. Cette fois-ci, les passagers vont se montrer compréhensifs en ne lui demandant aucune indemnité. Dernière étape pour Robert et ses hommes, et c'est peut-être la plus dangereuse. La descente des rapides. Le tronc est attaché à des chambres à air. 2 hommes dirigent ce radeau de fortune. Si l'un d'eux tombe à l'eau, 400 kilos de bois de rose leur tombent dessus. Le pilote, c'est Jeannot. Moi, je suis un pro. Je connais la rivière par cœur. Je ne la crains pas. La force du courant a tué plus d'un transporteur de bois, mais moi, j'ai un don inné. Je maîtrise la nature. Passé les premiers rapides, Jeannot se débarrasse de son copilote. Il ne le trouve pas assez efficace. C'est ma spécialité de descendre les rapides sur des chambres à air. Je suis expert en transport pneumatique.
radeau est quasiment incontrôlable. Un rocher a brisé sa perche. Il va devoir ralentir sa descente avec les mains. Quand les eaux se calment, Jeannot se cherche un nouveau gouvernail. Il faut que je reste concentré sur mon objectif. Je dois livrer le chargement. La descente a duré 5 heures. Maintenant, ce sont d'autres hommes qui vont convoyer le bois jusqu'à la mer. Une fois le tronc glissé au fond de cette pirogue, ils n'ont plus qu'à le cacher. On installe nos bagages dessus. Comme ça, personne ne voit ce que l'on transporte. Il ne faut surtout pas se faire prendre par la police. Ce commerce met en péril les forêts malgaches. Le gouvernement lutte contre les trafiquants avec des moyens dérisoires. Dernièrement, 3000 rondins de bois de rose ont été saisis dans la région.